En principe, même si tous les textes ne le font pas, évidemment, on peut poser de deux manières la question « pourquoi » à une action. Le premier de ces « pourquoi » est tout à fait consubstantiel à l'action. Sans réponse à ce « pourquoi-là », il n'y a pas d'action. Le second est facultatif, mais en même temps, il est la cause de ce qu'on appelle parfois la profondeur psychologique ou la complexité des personnages. Le premier pourquoi est un pourquoi prospectif, c'est-à-dire que c'est le futur qui nous intéresse et lorsqu'on demande à quelqu'un « pourquoi agis-tu ainsi ?», ce qu'on attend comme réponse, c'est le but, c'est l'intention poursuivie. J'agis pour atteindre tel but, j'agis pour devenir riche, j'agis pour obtenir un calorifère, j'agis pour convaincre boule de suif, etc., etc. Donc, ce pourquoi-là est un pourquoi tout à fait nécessaire et consubstantiel à l'idée même d'action, puisqu'il renvoie à l'intention. Et on l'a vu, sans intention, il n'y a pas d'action, c'est l'intention qui définit ce type de changement particulier de l'état du monde qu'on appelle une action. Donc, nécessairement, tout texte va avoir, lorsqu'il va présenter une action, un pourquoi prospectif. Maintenant, évidemment, le texte peut gérer comme il veut cette question du pourquoi prospectif, des buts, de l'intention. Il peut, d'entrée de jeu, identifier les buts poursuivis par le personnage, il peut nommer son intention, ou au contraire, il peut dissimuler la chose, puis laisser au lecteur ou à la lectrice la charge et le plaisir d'inférer ce qu'il en est de l'action qui est accomplie. Lorsque les voyageurs veulent convaincre boule de suif, c'est très clair, ils le disent explicitement, il faudrait la décider. Donc là, le but est clairement défini et les moyens seront mis en œuvre pour atteindre ce but. Le pourquoi prospectif est clair, on sait de quoi il retourne. En revanche, si on prend une nouvelle comme une vendetta, initialement on ne sait pas qu'est-ce que la vieille est en train de faire. On sait que son but fondamental ou son but le plus important, celui duquel dépend tout le reste, c'est de venger son fils, mais en même temps le moyen qu'elle met en place peut être considéré comme une sous-action, donc avec un ensemble de moyens et de buts qui va servir ensuite à l'action principale. Mais tout ce qu'on voit de cette sous-action initialement, ce sont les moyens. Le pourquoi prospectif, l'intention, le but, ça n'est pas identifié. C'est plus tard qu'on va comprendre que la vieille est en train de préparer tout ce qu'il faut pour dresser le chien. Elle le dresse pour pouvoir tuer Nicolas Ravolati et accomplir sa vengeance. Donc les textes disposent ici de deux stratégies au moins. Une stratégie qui vise à l'explicitation, de manière à ce qu'on sache immédiatement ce qu'il en est des buts poursuivis par le personnage, ou au contraire une stratégie qui nous dissimule le but poursuivi, qui nous montre que les moyens et nous laisse deviner ce qu'il en est. Le type de question aussi qu'on se pose en tant que lecteur, lectrice, c'est pas exactement la même chose dans un cas et dans l'autre. Lorsque l'intention est explicite, la question qu'on va souvent se poser en tant que lecteur, lectrice, c'est de savoir est-ce que ça va marcher ou non. On sait où le personnage s'en va. Maintenant, est-ce que les moyens mis en œuvre vont lui permettre d'atteindre le but qui s'était fixé? Alors que dans le cas d'un texte qui dissimule l'intention, le pourquoi prospectif, la question qu'on va se poser, c'est mais quel est ce but? Qu'est-ce que le personnage est en train de fabriquer? Vers quoi il se dirige? Donc, c'est pas la même attention lecturale de part et d'autre, et forcément, ce ne sont pas les mêmes stratégies poétiques que le texte met en place. Donc, ce pourquoi prospectif, il est consubstantiel à la question de l'action, donc il est inévitable. Le texte ne peut pas mettre en scène une action sans définir immédiatement ou à retardement ce qu'il en est de ce pourquoi prospectif. Le pourquoi rétrospectif, lui, est facultatif. Dans le fond, la question n'est plus pourquoi, dans quel but fais-tu cela, mais pourquoi, pour quelle raison, à la lumière de quelle motivation est-ce que tu es en train d'accomplir ce que tu accomplis. Donc là, ce n'est plus le but qui fait l'objet du questionnement, mais c'est plutôt les raisons d'agir, c'est plutôt ce qui a poussé, finalement, l'agent à se lancer dans l'action qu'il a mise au point, indépendamment du but. D'un point de vue strictement conceptuel, d'un point de vue de définition, c'est pas nécessaire d'avoir un pourquoi rétrospectif, c'est pas nécessaire que les motivations, les raisons d'agir soient développées par le texte. Ce qu'il faut pour une action, c'est l'intention. En revanche, sitôt qu'on quitte les formes assez simples du conte merveilleux à la propre,
le système de motivation, de raison d'agir, va progressivement se développer et prendre une place plus importante. Je nuance tout de suite puisque, somme toute, plus on s'en va vers le roman psychologique, plus on va avoir présence de ce système de motivation, de raison d'agir, mais plus on va aller vers le roman d'aventure, moins cet ensemble de motivation, de raison d'agir va avoir son importance. Ce qui compte, c'est est-ce que le personnage va réussir à atteindre son but? Alors que dans le roman psychologique, c'est bon, le personnage a fait telle chose, qu'est-ce qui a pu le conduire à poser tel ou tel geste? Je fais une petite parenthèse par rapport à la question roman psychologique et roman d'aventure, à la lumière des derniers James Bond qu'on a pu voir. Si on compare ceux de Daniel Craig avec ceux de Sean Connery, par exemple, ce qu'on constate, c'est qu'on reste toujours globalement dans le paradigme de l'aventure, mais en même temps, tout ce qui relève des motivations, des raisons d'agir, et du coup de la profondeur psychologique, de l'épaisseur du personnage, ça s'étoffe dans les derniers James Bond. Tout ça pour dire dans le fond que c'est ces deux tendances qui semblent opposées, d'un côté le roman psychologique puis de l'autre côté le roman d'aventure, qui effectivement mettent l'accent ou bien davantage sur le pourquoi prospectif ou davantage sur le pourquoi rétrospectif pour le roman psychologique, peuvent se combiner. On peut même se trouver dans le paradigme de l'action la plus brute avec James Bond et tout d'un coup voir le système de motivation se développer davantage. Lorsqu'on parle de motivation, probablement que la première chose qui nous vient à l'esprit, ce sont les motivations psychologiques. Tout ce qui relève dès lors du portrait moral du personnage, donc ces traits psychologiques, ces traits moraux, vont devenir des raisons d'agir, vont devenir ce qui va expliquer le fait qu'il se lance dans telle ou telle action. La question des motivations psychologiques, donc ce qui relève progressivement de la caractérisation des personnages, ce qui relève de leur portrait moral, de leurs traits de personnalité, peut être traité au prime abord de manière assez simple avec des caractéristiques psychologiques de base. C'est par timidité, par courage, par intelligence, par ruse, etc., que le personnage agit comme il le fait. Donc là, on se retrouve avec un système de motivation relativement rudimentaire. Maintenant, ce système de motivation peut lui aussi s'étoffer en fonction de plusieurs catégories. Du côté de la psychologie, on peut certes en rester à des traits psychologiques de base, mais on peut aussi s'en aller progressivement vers tout ce qui a pu, dans l'histoire du personnage, contribuer à ce qu'il ait ce regard-là sur le monde, à ce qu'il agisse ainsi qu'il le fait, à ce qu'il se fixe les buts qu'il se fixe. Par exemple, il est en conflit avec son père, elle recherche son père. Bon, on est dans les clichés évidemment, mais sitôt que ce genre d'éléments entre en ligne de compte, on voit aussi comment l'univers fictionnel se transforme. Ça devient important de retrouver à l'intérieur de cet univers le milieu familial du personnage, certains fragments biographiques ou certains segments de son histoire de vie qui vont finir par permettre de comprendre pourquoi il agit ainsi qu'il le fait. Donc ça peut être un trait psychologique simple ou ça peut être un trait psychologique dont on essaye de retracer l'histoire dans l'histoire individuelle du personnage. Et ce faisant, évidemment, on gagne en profondeur psychologique. Là, tous les paradigmes qu'on connaît peuvent être mis à contribution, que ça soit la psychanalyse, que ça soit la psychiatrie, que ça soit la psychologie populaire aussi. Donc il existe plusieurs manières d'interpréter le comportement humain. Il existe plusieurs manières de répondre psychologiquement à la question « pourquoi ?» d'un point de vue rétrospectif. Et c'est somme toute l'entier de la poétique fictionnelle du texte qu'on lit qui va nous permettre de savoir devant quel type de conception psychologique on est. Si vous avez un personnage qui a uniquement un trait psychologique, on est devant quelque chose d'assez rudimentaire. Si son histoire familiale ou certains de ses conflits avec d'autres personnes apparaissent, là on est devant quelque chose de plus complexe qui va potentiellement tendre du côté de la psychanalyse. Évidemment, la psychanalyse, la psychiatrie et la psychologie ne sont pas les seules manières dont les sciences sociales et humaines ont essayé de donner sens au comportement humain. Pour prendre cet autre cas, la sociologie, elle, essaie de comprendre également les motivations, les raisons d'agir des personnages, mais elle le fait non pas par une histoire individuelle, mais plutôt par l'insertion dans une histoire collective
dans l'histoire d'une classe sociale, dans l'histoire d'une classe économique. Et c'est l'appartenance à cette classe sociale ou économique qui va déterminer un certain nombre de possibilités d'action pour le personnage, qui va structurer sa manière ou ses raisons d'agir à l'intérieur du monde. On comprend aussi qu'à ce moment-là, la poétique fictionnelle se transforme. C'est plus le personnage dans son milieu familial, mais c'est le personnage dans son milieu social qu'il va falloir mettre en scène. Et évidemment, la question économique va se poser, est-ce que les classes sociales sont également des classes économiques? Est-ce qu'elles ne le sont pas? Je ne suis pas ici pour répondre à ces questions, quand bien même j'ai moi-même mes propres idées. Je cherche simplement à montrer que les systèmes d'interprétation du comportement humain, que les manières de donner sens au pourquoi rétrospectif sont plurielles et que du coup, chaque texte est susceptible de construire le sien. Et cette construction va évidemment se marquer dans la conception de l'action, dans la manière dont l'action est structurée, mais plus largement dans l'entier de la poétique fictionnelle, puisqu'il va falloir mettre en scène ou bien l'histoire familiale ou bien l'histoire sociale du personnage pour comprendre pourquoi il pose telle ou telle action. Et c'est là que le texte littéraire devient pour moi le plus intéressant, le plus porteur de savoir ou de connaissances. C'est parce que chaque texte est susceptible de construire sa propre manière de voir les choses, qui peut s'affilier directement à des sciences humaines ou sociales qui existent, mais qui peut aussi combiner différents éléments, qui peut essayer de mettre en place son propre questionnement, qui peut essayer de combiner à sa manière psychologie, sociologie, dimension culturelle aussi, dimension politique également, pour ne rien dire évidemment des questions morales, qui elles aussi peuvent apparaître et peuvent faire partie des systèmes de motivation du personnage. C'est en fonction de telles valeurs qu'il est en train d'agir. Et lorsqu'on aborde la question des valeurs, on voit l'action presque sous un angle différent. Parce qu'on peut mettre en scène une action pour différentes raisons. À la base, évidemment, l'action est définie par l'intention. Maintenant, on peut également mettre en scène une action pour montrer les valeurs de la personne qui est en train d'agir. Dans L'étranger de Camus, par exemple, on évoque le fait que Meursault a fumé devant le cercueil de sa mère. Si on évoque le fait qu'il a fumé devant le cercueil de sa mère, c'est pas par rapport à l'intention, c'est pas par rapport aux raisons d'agir psychologiques, mais c'est pour montrer les caractéristiques morales du personnage. Donc derrière l'intention et les raisons d'agir psychologiques, sociologiques, culturelles, économiques, etc., on a toujours cette perspective morale qui peut apparaître et qui fait qu'on met en scène une action pour montrer les valeurs qui animent le personnage. Et à ce moment-là, les valeurs deviennent également un moteur d'action, une motivation, deviennent des raisons d'agir. Donc comme on voit, de façon définitoire, il y a nécessairement la présence du pourquoi prospectif, c'est-à-dire du but poursuivi par le personnage, de l'intention qui l'anime, mais potentiellement il y a aussi tout le spectre du pourquoi rétrospectif, c'est-à-dire de ce qui a amené le personnage à agir, de ses raisons d'agir, de ses motivations. Motivations qui peuvent être très simples ou qui peuvent progressivement gagner en complexité. Complexité qui peut être individuelle, qui peut être collective, qui fait que le personnage est plus perçu au croisement de l'individuel et du collectif, plus du côté de l'individuel, plus du côté du collectif, que le personnage est porteur de valeurs avec lesquelles on peut ou non être en accord, mais qu'il va nous falloir décoder. Et donc, ce faisant, le texte peut se mettre à explorer ce qu'est la vie humaine et la manière de donner sens à l'agir humain. Que ce soit en s'insérant à l'intérieur de domaines disciplinaires constitués, ou alors en élaborant sa propre manière de voir, sa propre manière de poser ce genre de questions. Donc c'est une question qu'en tant que lecteur, lectrice, il va toujours falloir qu'on se pose. Lorsque le texte met en scène une action, nécessairement il va devoir gérer le pourquoi prospectif, donc la question de l'intention. Là, est-ce qu'il manifeste tout de suite quelle est l'intention du personnage de façon explicite, ou est-ce qu'il laisse plutôt au lecteur ou à la lectrice le plaisir de deviner ce qu'il en est? Et ensuite, est-ce que le texte met en scène le pourquoi rétrospectif? Et là, dans quelle mesure, avec quels moyens, en allant du côté plutôt social, du côté plutôt individuel, en créant un équilibre particulier entre les deux? Et tout ça va se traduire, comme on l'a vu, dans une poétique particulière, dans une manière particulière de gérer l'espace de la fiction, de peupler
la fiction de structurer le personnel romanesque également. Il se peut que les choses soient simples à identifier, mais il se peut aussi qu'elles soient relativement complexes. Si on prend le cas de Boule de Suif, par exemple, les personnages souhaitent convaincre Boule de Suif de coucher avec le Prussien. Jusqu'à un certain point, il n'est pas faux de voir là-dedans une action relativement immorale. D'un autre côté, les personnages qui font ça sont très clairement présentés comme appartenant à des classes sociales aisées, par opposition à Cornudet, par opposition à Boule de Suif, par opposition aussi aux Bonnes Sœurs. Maupassant en tant que tel dans Boule de Suif ne met pas spécifiquement en relation le statut social et cette perspective morale un peu dévoyée. D'un autre côté, les traits principaux dont il dote ces personnages sont des traits sociaux, économiques et un tout petit peu politiques. À partir de là, c'est difficile, en tant que lecteur, lectrice, de ne pas faire le lien entre la morale qui est mise en place par les personnages, et qui est assez manifeste, et le statut socio-économique, puisque c'est celui-là même qui constitue les personnages, sans pour autant que Maupassant ne dise explicitement « ces personnages ont des valeurs qui vont du côté de l'individualisme et d'un pragmatisme cru parce qu'ils sont membres de classes sociales aisées ». Donc en somme, c'est comme si ici tout pointait vers l'idée d'associer ces classes sociales et cette perspective morale sans pour autant que la chose soit nommée explicitement. À d'autres moments, il se peut que les choses soient toutes simples. Dans le cadre de la nouvelle Première Neige, si la jeune femme n'agit pas beaucoup, c'est parce qu'elle était, dit Maupassant, timide, douce, sans révolte, sans volonté. On est devant des traits psychologiques vraiment minimaux qui ne sont pas développés par une histoire, on ne connaît rien de son passé, et qui suffisent, en l'occurrence, à expliquer son comportement. Et du coup, c'est à mettre en parallèle, sans nécessairement voir un lien de causalité, l'espace fictionnel est un espace qui se situe à hauteur de couple, qui se situe à hauteur d'individus en relation maritale et ou amoureuse, en l'occurrence assez peu amoureuse, mais ce ne sont pas des individus qui sont pensés à hauteur sociale, à hauteur économique, à hauteur politique, etc. Donc, du coup, la structure de cet univers fictionnel, l'organisation du système des personnages, qui est assez minimaliste, ne va pas aller du côté de l'exploration particulièrement intense des motivations. Et n'allant pas du côté de l'exploration des motivations, le texte n'explore pas non plus tout ce qui relèverait du passé, de la position sociale, de l'histoire familiale du personnage. Donc ce qu'il importe ici, c'est de voir comment le texte pose la question du pourquoi prospectif et rétrospectif. Est-ce qu'il la pose des deux côtés? Est-ce qu'il s'en va plus vers l'action? Est-ce qu'il s'en va plus vers la psychologie? Est-ce qu'il combine les deux? Et s'il s'en va vers la profondeur des personnages, vers leur complexité? Est-ce que c'est une complexité psychologique? Est-ce que c'est une complexité sociologique? Est-ce que c'est une complexité morale? De quelle nature est-ce qu'elle est? Et comment est-ce que cette complexité-là se répercute sur l'organisation de l'univers fictionnel, à la fois en termes de personnages, en termes de durée, en termes d'insertion dans des milieux, en termes d'histoire individuelle, etc.